Voilà, deuxième partie de notre émission avec Territoire d'Info, la presse quotidienne régionale, les Indés radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, les télévisions locales et le réseau VIA, ainsi que TV5 Monde. Et l'invité politique en direct sur ce plateau ce matin, c'est une ministre, Agnès Pannier-Runacher. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances à Bercy, Bruno Le Maire. Pour vous interroger, à mes côtés ce matin, Oriane Mancini, spécialiste politique de Public Sénat. Bonjour Oriane. Et bonjour Denis Caro, directeur des rédactions du groupe Nice Matin, Var Matin et Monaco Matin. Merci d'être sur ce plateau. Donc ce matin, votre interview sera retransmise par les sites internet de la presse quotidienne régionale Agnès Pannier-Runacher à partir de 10h ce matin. On démarre tout de suite avec l'actualité, c'est le Brexit, avec un vote vérité aujourd'hui du Parlement britannique. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce vote? Est-ce que vous souhaitez, au fond, un maintien de la Première ministre britannique? Jusqu'au bout, nous, on souhaite aller vers un Brexit qui soit doux, avec une période de transition qui nous permette de négocier la relation future. C'est-à-dire, en fait, qui nous évite, le 29 mars, de tomber dans un moment où le Royaume-Uni sera considéré comme un pays qui n'a jamais eu de relation avec la France et avec l'Union européenne. Et ça, c'est un enjeu très important pour nos entreprises et aussi pour l'Union européenne. Des idées portées par Theresa May, au fond. Alors, je crois qu'on est tous collectivement d'accord pour dire que le Brexit est une décision qui certes appartient au peuple britannique, mais qui d'un point de vue du point de vue de l'Union européenne comme du point de vue du Royaume-Uni est une décision perdante-perdante. Nous respectons le peuple britannique, nous respectons cette décision et nous faisons en sorte que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Et les meilleures conditions possibles, c'est espérer le meilleur et se préparer au pire, très clairement. C'est-à-dire qu'il faut que le 30 mars, toutes nos entreprises soient prêtes à avoir des formalités douanières, à avoir des droits douaniers, en espérant que ce soit pour un temps minimal, c'est-à-dire le temps de négocier la relation future. Est-ce que ce sera le cas? Parce qu'on se souvient, il y a quelques semaines, Gérald Darmanin avait parlé du déni, de l'attentisme des entreprises françaises. Est-ce qu'aujourd'hui, elles seront prêtes le 30 mars? Alors, vous avez une partie des entreprises qui sont prêtes. Les entreprises financières sont prêtes parce qu'elles, il n'y avait aucune ambiguïté sur le fait que le passeport financier était remis en cause au lendemain du Brexit. Donc, elles ont pris les mesures qui sont des mesures plutôt de dématérialisation, de transfert de contrats et de transfert à des implantations qu'ils ont en Europe d'un certain nombre d'activités. Donc ça, c'est fait et ce sera fait dans les jours qui précéderont le 29 mars. En revanche, c'est vrai que certaines PME, certaines TPE sont encore peut-être en attente de savoir ce qui va se passer sur le Brexit. Nous, on les accompagne. On a mis en place un numéro spécial qui est accessible sur le site brexit.gouv.fr, je le signale. On a une adresse mail, plusieurs adresses mail même pour répondre très rapidement aux demandes des entreprises. On a déployé plus de 600 douaniers et vétérinaires sur le terrain. On a des zones qui permettent de traiter tout ce qui est dédouanement. On a une dématérialisation du dédouanement qui est en place sur l'Eurotunnel. Donc, on est prêt. Vous avez beaucoup d'appels de ces TPE, de ces PME, d'appels ou de mails, puisque oui, on a eu une augmentation effectivement et de l'intérêt aussi pour toutes les réunions qu'on a menées sur le terrain. On a mené plus d'une centaine de réunions en région pour expliquer aux PME, aux TPE à quoi elles devaient se préparer. Après, le sujet dépend de ce qu'elles font avec le Royaume-Uni, c'est-à-dire que vous avez des questions qui sont résolues immédiatement. Par exemple, sur la question des Britanniques qui travaillent en France, nous on a prévu une ordonnance qui permet tout de suite reconnaître leur titre et de leur permettre d'avoir dans des conditions très simples la possibilité de continuer à travailler en France. En revanche, tout ce qui est dédouanement doit être préparé. C'est évident et c'est pour ça qu'encore une fois, on invite les entreprises à anticiper cette situation. Si elles sont prêtes, c'est pas du temps perdu parce que si par hasard on arrivait à une situation où Theresa May obtient un vote positif aujourd'hui et on rentre dans une négociation, de toute façon, pour la relation future, de toute façon, il y aura un Brexit et au 1er janvier 2021, elles seront prêtes. Denis Caro. On a appris hier soir qu'il n'y aurait pas de 5e mandat pour Bouteflika en Algérie. La France a salué cette décision qui ouvre la voie à l'apaisement. Est-ce que c'est de nature aussi à rassurer les entreprises françaises en Algérie ?
Je pense que tout ce qui va concourt à une stabilité, à une sérénité en Algérie va dans le bon sens. Nous prenons acte effectivement de la décision communiquée par M. Bouteflika. Nous souhaitons aussi, nous sommes en attente des prochaines étapes, parce que je crois qu'il y a des prochaines étapes. Il y a encore beaucoup d'interrogations. Il y a des interrogations qui doivent être éclaircies. Nous, ce qui compte pour nous, c'est que cela se passe dans le respect du peuple souverain algérien et effectivement dans la plus grande sérénité possible. Agnès Pannier-Runacher est notre invitée ce matin. Elle est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Un documentaire va être diffusé sur cette chaîne samedi soir, dans lequel le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, attaque le gouvernement sur sa gestion du dossier Ascoval. Vous savez que c'est un dossier très sensible. Je vous propose d'écouter Xavier Bertrand. On revient à vous après, Agnès Pannier-Runacher. Une volonté délibérée de saper le projet, de flinguer le projet. Comment on explique ça? Tout ça? Duplicité. Duplicité, tout simplement. Vous savez, j'étais de l'autre côté de la barrière, j'étais ministre pendant 7 ans. Je suis pas un saint, mais je crois jamais avoir pratiqué comme ça. Ils ont essayé par tous les moyens de saper la confiance dans le repreneur. Ils ont essayé par tous les moyens de dissuader le repreneur. Et on pourrait penser que c'est l'État qui dirige, comme ils ont 17% de Vallourec. Non. C'est Vallourec avec sa situation inquiétante, et puis aussi, je le dis, avec les très bonnes connexions, avec la proximité, avec les amitiés qu'ils ont au cœur de l'État, et pas seulement à Bercy, qui tire complètement les ficelles et qui dit très clairement « laissez tomber cette entreprise ». Voilà, je précise quand même, cette interview a été faite il y a 5 mois, bien sûr. Et ce documentaire sera diffusé donc samedi soir à 21h sur Public Sénat. Il s'appelle La bataille de l'acier. Est-ce que vous pouvez répondre quelque chose à Xavier Bertrand? Moi, je vais vous rappeler que j'ai pris mes fonctions il y a 5 mois. Et que ce qui s'est passé il y a 5 mois, c'est qu'on a précisément repris le dossier, permis à Altifort d'aller jusqu'au bout de son offre. Si on n'avait pas été là, ça ne se serait pas passé. Que par ailleurs, on a accompagné au maximum, tout en mentionnant un certain nombre de questionnements justement autour de la solidité d'Altifort, mais en faisant en sorte que ce repreneur, qui était l'unique repreneur, puisse aller jusqu'au bout de son dossier. Si l'État n'avait pas été là, les 280 personnes, les 280 salariés d'Ascoval seraient aujourd'hui au chômage. Et aujourd'hui, on continue à travailler à la recherche de repreneurs alternatifs avec le 25 mars une remise de offres, le 27 mars une décision du tribunal de commerce. Et si on n'avait pas été là, il n'y aurait pas non plus eu une fiducie qui préserve les intérêts financiers des salariés. Donc moi, je réponds, c'est peut-être le point de vue qu'avait Xavier Bertrand à un moment du dossier, mais en tout cas, les faits lui ont donné tort. Vous travaillez avec lui aujourd'hui sur ce dossier? On travaille avec Xavier Bertrand, non seulement sur ce dossier, mais sur beaucoup d'autres dossiers. Moi, j'ai fait, par exemple, un voyage en Corée sur un dossier d'implantation dans les Hauts-de-France. Et je peux vous dire que quand il s'agit d'aller à la chasse aux emplois, on est main dans la main. Pour rester sur Ascoval, puisque vous nous parlez de repreneurs, est-ce qu'aujourd'hui, vous nous dites, oui, il y a des dossiers viables? Est-ce que vous avez bon espoir de trouver un repreneur? Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens sérieux qui regardent le dossier. On en reparle le 27 mars. Des gens sérieux, c'est-à-dire? Des gens sérieux, des entreprises sérieuses qui sont capables de reprendre le dossier. Réponse au 27 mars. Moi, je ne fais pas des promesses en l'air. Mais Bruno Le Maire parlait d'une quinzaine de repreneurs. Il y en a combien de repreneurs sérieux parmi cette quinzaine? Encore une fois, je ne fais pas des promesses en l'air. L'important, c'est d'avoir un repreneur sérieux. Ce n'est pas d'en avoir une quinzaine qui ne soit pas sérieux. Aujourd'hui, ma responsabilité, elle est vis-à-vis des 280 familles et des 280 salariés de l'entreprise. Je ne leur ai jamais manqué jusqu'ici. Il n'est pas question que je leur manque une fois de plus. Ce dossier, moi, je suis allée sur place. J'ai vu des personnes qui étaient extrêmement affectées, qui pleuraient parce qu'ils allaient perdre leur job, qui pleuraient parce que ça faisait 30 ans qu'ils étaient dans l'entreprise. On leur doit d'être le plus rigoureux possible, de trouver le maximum, de donner le maximum de chance au dossier, et si on n'y arrive pas, d'avoir le meilleur accompagnement possible. Donc, tenir des propos où on joue, je dirais, sur les émotions de ces salariés-là qui sont dans l'inquiétude et qui veulent savoir quel est leur avenir, ça ne me paraît pas très raisonnable. En résumé, il y a des dossiers sérieux, il y a bon espoir de trouver un repreneur, mais ce n'est pas fait. C'est ça? En résumé, rendez-vous au 27 mars. Mais qui joue avec ce que vous venez de dire à l'instant? Qui joue avec l'émotion
sur place? Quand vous avez des gens qui vous interrogent en disant c'est sérieux, c'est pas sérieux, la promesse, pas la promesse, quelque part, vous jouez avec les émotions des salariés. Donc moi, je préfère avancer sur un certain nombre de dossiers, c'est le cas, hein, je préfère avancer avec toute discrétion sur ces dossiers de reprise qui sont des dossiers compliqués, qui sont des dossiers qui mettent en jeu, je veux dire, la vie professionnelle des gens et pouvoir arriver devant eux avec un discours de vérité, leur dire on est capable de trouver une solution, on n'est pas capable de trouver une solution, quelles sont vos alternatives? Ça me paraît très important, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller se battre pour chaque emploi, pour chaque site. Vous savez que dans 3 cas sur 4, nous trouvons des solutions. Vous savez qu'on ne parle pas des dossiers qu'on a redressés. Les 3000 emplois du William Serin, on n'en parle pas. Les 350 emplois d'AR Industrie, on n'en parle pas. Les 900 emplois sauvés chez nous, on n'en parle pas. Et pourtant, ça, c'est des dossiers où on a abouti. Denis Caro. Alors, il y a des emplois aussi à sauver en ce moment dans la filière diesel. Vous vous êtes rendu dans la Vienne récemment, justement, où 2 sous-traitants sont en difficulté. Vous avez réuni hier à Bercy les acteurs de la filière diesel. Il y a urgence. En 10 ans, les ventes de diesel ont été divisées par 2. Que peut faire le gouvernement aujourd'hui pour aider cette filière ? Le gouvernement peut accompagner ces filières. L'enjeu derrière l'industrie, c'est l'emploi et l'emploi dans les territoires. C'est ça qui est notre motivation principale. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les accompagner? Je vais prendre l'exemple de Bosch, qui est un dossier à Rodez, un site de Rodez, 800 emplois, où je me suis rendue il y a 3 semaines. On est en train de regarder des reconversions dans l'aéronautique par exemple, reconversion dans des pièces d'une autre partie de la voiture, reconversion dans la production de pièces pour d'autres sites de Bosch. Vous avez une délégation qui va voir vendredi la maison mère de Bosch et notre responsabilité, c'est effectivement d'accompagner ces reconversions, de les anticiper suffisamment pour donner le temps d'avoir des alternatives en termes de production. Je prends l'exemple de l'aéronautique, vous ne qualifiez pas une pièce du jour au lendemain. Il vous faut un petit peu de temps. En revanche, on sait qu'on a les savoir-faire et c'est comment on utilise les savoir-faire des salariés pour les mettre sur d'autres lignes de production, d'autres projets où l'entreprise pourra continuer à vivre. C'est ça notre responsabilité. On a à peu près 20% des sites diesel qui sont potentiellement en difficulté avec la chute de la consommation des voitures diesel. Ça, c'est le choix sociétal des Français. Et cette chute et ce déclin, est-ce que le gouvernement n'en est pas responsable aussi? On a encouragé le diesel pendant des années. Aujourd'hui, le discours, c'est de dire le diesel, c'est fini, alors même que les véhicules diesel modernes ne polluent pas plus que les véhicules essence. Est-ce que vous n'avez pas une responsabilité? Alors, de 2012 à 2017, c'est là où vous avez la plus grande partie de la chute du diesel. Donc je pense que le gouvernement a les épaules larges, mais le choix sociétal des Français d'aller vers des véhicules essence plutôt que des véhicules diesel, c'est une donnée de marché. C'est quand même votre gouvernement qui promet la fin des ventes de véhicules diesel pour 2030 et qui s'y est engagé. Alors, plus précisément, le sens de l'histoire sur les moteurs thermiques, et qui ne concerne pas que le diesel, c'est effectivement, et ça c'est le réchauffement climatique, pardon, mais il y a urgence sur le réchauffement climatique. On ne peut pas non plus articuler les sujets en étant un peu négligent. Donc, le réchauffement climatique, la lutte contre le réchauffement climatique impose de changer de motorisation. 2030, ce n'est pas la semaine prochaine. 2030, c'est dans plus de 10 ans. Et ce n'est pas 2030 en plus, hein, c'est un peu plus tard, la fin des motorisations thermiques, en termes d'engagement et en termes de discours au niveau européen, puisque c'est aussi un sujet européen. Donc aujourd'hui, le diesel, ce que nous disons, c'est neutralité technologique. Le gouvernement estime que si vous avez une motorisation qui pollue, elle doit être au maximum sortie du parc. Si vous avez une motorisation qui répond en termes d'émissions aux critères les plus stricts que nous avons posés et que l'Europe a posés, alors ces motorisations doivent être soutenues parce qu'elles sont à la fois bénéfiques au pays et elles permettent économiquement... Puisque vous parlez de l'Europe, le Parlement européen exige une réduction des émissions de CO2 de 40%. Carlos Tavares, le patron de PSA, il parle de diktat, lui. Il dit que c'est un vote contre l'industrie européenne qui met en risque 13 millions de personnes qui travaillent dans notre industrie. Est-ce qu'il n'a pas raison ? Je pense qu'il faut avoir une approche un peu plus mesurée de ce sujet. Encore une fois, on est entre l'urgence climatique, qu'il ne faut pas sous-estimer et balayer d'un revers de main. Je pense que la manifestation qui se tiendra le 15 mars en donnera une vision à peu près concrète. Rappelez-vous du rapport du GIEC qui dit des choses très fortes sur le réchauffement climatique, et ça nous concerne tous.
Ça nous concerne tous, je le redis. Et de l'autre côté, l'accompagnement économique de transformation de filières. Nous, ce que nous faisons au gouvernement, c'est que nous anticipons. C'est-à-dire que nous prenons filière par filière, entreprise par entreprise, les entreprises les plus concernées. Et notre travail, c'est de trouver des solutions pour reconvertir ces entreprises sur d'autres formes de motorisation ou d'autres formes de véhicules. Et ça, on est capable de le faire. Denis Caro. La question de la fiscalité écologique n'est pas complètement abandonnée. Est-ce que vous êtes pour ou contre le retour de la taxe carbone ? Alors, dans une période où on est en train de conclure le grand débat, moi je ne veux pas faire les questions et les réponses avant d'avoir... Mais c'est une question qui n'est pas enterrée. C'est une question... La question de la transition écologique et énergétique par construction n'est pas enterrée. Et un des leviers de cette question, c'est la fiscalité. Mais ne faisons pas les questions et les réponses. On a lancé un grand débat, on respecte le temps du grand débat. Le gouvernement... je dirais, on a encore un mois pour prendre position par rapport à ce qui aura été dit, non seulement au niveau au plus près du territoire, mais également à l'Assemblée nationale, au Sénat, par les corps intermédiaires, dans les conférences citoyennes. C'est un processus qui mérite d'être respecté et je ne souhaite pas prendre position avant qu'on soit allé au terme de ce processus et qu'on en ait une synthèse. Agnès Pannier-Runacher, un plan femmes dans l'industrie, vous en avez parlé récemment. Les femmes, au fait, sont beaucoup moins présentes dans les fonctions opérationnelles. Vous voulez quoi ? Rééquilibrer les choses ? Qu'elles se réintéressent au secteur de l'industrie ? Deux choses, qu'elles se réintéressent à l'industrie ou qu'elles aient de l'appétence pour l'industrie, mais aussi qu'on leur donne leur chance dans l'industrie. Et c'est pour ça que nous avons un plan femmes pour l'industrie où nous demandons aux entreprises de s'engager non seulement à recruter à la sortie des écoles dans des proportions qui soient supérieures à ce qui est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez assez peu de femmes en fait recrutées en sortie d'école, et c'est quelque chose qu'on peut faire de manière proactive. Vous avez des entreprises qui arrivent à recruter 40% de femmes ingénieurs. Et 60% de femmes, 60% d'hommes ingénieurs. Donc ça veut dire que c'est possible. C'est possible à condition d'y mettre de la bonne volonté. Ça veut dire aussi que dans chaque fonction, on cherche la meilleure femme et on cherche le meilleur homme. La femme que vous ne nommerez pas, c'est celle qui n'a pas été candidate. Un mot rapidement sur une actualité. Le rapporteur public a recommandé hier l'annulation de la privatisation partielle de l'aéroport de Toulouse, qui avait permis à un groupe chinois de rentrer dans le capital. Question 1, est-ce que c'est un camouflet pour l'État, d'autant que c'est Emmanuel Macron, ministre de l'économie, qui avait négocié ça? Et 2, est-ce que ça vous fait réfléchir au moment où le Parlement examine la loi Pacte dans laquelle il y a la privatisation d'Aéroports de Paris? Alors, deux réponses. La première, c'est que ce n'était pas une privatisation, parce que quand vous ne vendez pas la majorité, ce n'est pas une privatisation. 49,99%. Voilà, ça veut dire que vous conservez le contrôle. Je pense que c'est important de le dire, parce qu'on va souvent un peu vite dans les propos. Et deuxième chose, précisément, la loi Pacte sur Aéroports de Paris, qui n'est pas une privatisation, qui est une concession de 70 ans. C'est une loi qui a pris qui s'est fondée dans la manière dont elle a été rédigée sur l'expérience du passé. Toulouse, Nice, Lyon. Nice et Lyon, ça se passe très bien. Et ça, c'est des privatisations. Toulouse, effectivement, on a eu des difficultés avec l'actionnaire chinois qui lui-même n'était pas en situation d'accompagner le projet. On en a tiré des conclusions. Et aujourd'hui, tel qu'est conçu le projet Aéroport de Paris, l'État a la main dans des situations où il se trouverait confronté à un actionnaire qui lui poserait problème, par exemple. Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher d'avoir été notre invitée politique ce matin. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances à Bercy. Dans un instant, le débrief de l'actualité avec Yves Tréhard et Denis Jambard. Voilà, font leurs entrées Yves Tréhard, Denis Jambard. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Merci, c'est en direct, vous le voyez. Yves Tréhard, bonjour Yves Tréhard. Vous êtes toujours directeur adjoint de la rédaction du Figaro? Oui, et vous faites la matinale de Public Sénat? Et Denis Jambard, éditorialiste à Nice Matin et à Bonjour Challenge. Cyril, bonjour Yves, bonjour. Merci bonjour. On démarre avec ce Brexit, elle en a parlé, la ministre qui était notre invitée politique ce matin. Donc, on voit bien que Theresa May revient devant le Parlement britannique. Au fond, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de solutions, hormis essayer d'accompagner doucement et délicatement les choses, Yves Tréhard. Ça va se tirer rouler en 3 jours. Il y a trois possibilités. Soit les termes du désaccord, du divorce sont acceptés aujourd'hui. Soit ils ne sont pas acceptés. À ce moment-là, on revient demain.
Sur le Brexit. Sur le Brexit dur. Et s'il n'y a pas de Brexit dur, c'est-à-dire de sortie sèche, on coupe tout, on coupe les ponts, en gros, eh ben, on revient avec un autre texte. Non, jeudi, on demande un report de la date butoir. On demande un report de la date butoir. Vous misez sur quoi? Non, je mise sur rien parce que je crois que c'est un peu compliqué et qu'il y a des jeux. C'est toujours pareil, la politique domestique vient se mêler à quelque chose qui est quand même fort important pour l'avenir de l'Europe et l'avenir de la Grande-Bretagne d'abord. Et donc je me garderai bien de faire des pronostics. Ce que je vois simplement, c'est que cet épisode qui feuilletonne et qui dure depuis maintenant 2016 et qui risque de continuer encore pas mal d'années, c'est un contre-exemple pour tous ceux qui veulent sortir de l'Europe. C'est-à-dire que c'est vraiment dramatique de voir comment l'Europe, finalement, est le jouet et l'otage de problèmes de politique intérieure, de manque de courage de la part de beaucoup d'hommes et de femmes politiques. Et donc, c'est la conclusion que j'en tire. Parce que de toute manière, quoi qu'il arrive, tout le monde est perdant dans cette affaire. Vous savez, on se moquait de Ségolène Royal qui disait win-win. Mais là, c'est lose-lose. C'est-à-dire que tout le monde perd dans cette histoire. Tout le monde perd. Il a dû lire mon éditorial d'Orny ce matin. Bah oui, voilà. Parce que j'ai fini moi, j'ai de bonne lecture. Mon édito ce matin sur ce sujet. Nous avons tous de bonnes lectures. Voilà, donc je partage tout à fait son point de vue, tout à fait son analyse. Je le lis tout le temps dans le Figaro, donc je pense comme lui. Puisque vous avez regardé ça de près, est-ce qu'elle a une chance de survivre à tout ça, Theresa May? Elle a montré beaucoup d'habileté parce qu'il y a beaucoup de premiers ministres qui seraient déjà sortis dans une telle épreuve. Enfin, on a l'impression qu'elle bute sur toutes les haies, mais après chaque haie, elle arrive à se redresser. Donc là aussi, moi, je ferai preuve de la même prudence qu'Yves. Il y a quand même, je pense que la fin se rapproche pour elle. Mais qui pour la remplacer ? On voit bien qu'aujourd'hui, le Parlement britannique n'est pas en état de produire quelqu'un qui pourrait diriger une majorité. Ça peut se terminer par des élections. Moi, je crois peu au nouveau référendum, mais enfin, on ne sait jamais. Parce que dans ces feuilletons, il y a tellement de surprises que le nouveau chapitre peut en effet être inattendu. Deuxième thème dans l'actualité, très fort, l'Algérie. Donc Abdelaziz Bouteflika renonce à briguer donc un 5e mandat après 20 années au pouvoir. Qu'est-ce qui peut se passer là aussi en Algérie? Il y a un nouveau Premier ministre qui a été nommé hier. Est-ce que ça peut être un acteur de ce qui s'y passe? D'abord, il faut voir que tout ça se passe de façon assez exceptionnelle, de façon pacifique pour le moment. Très pacifique. Avec dans un pouvoir grabataire qui a quand même la lucidité de voir qu'il ne peut pas faire un 5e mandat. Néanmoins, le clan du pouvoir n'est pas un clan uniforme. C'est un clan à l'intérieur duquel, c'est une famille à l'intérieur duquel vous avez des clans, comme dans la famille royale française, vous voyez, où on se tire entre le FLN et l'armée, il y a vous mettez tout ça, vous mélangez tout ça, il y a pas mal de rivalités. Le parti au pouvoir et l'armée. Oui. Et c'est le problème. Mais ce qu'il faut voir, c'est que si tout se passe bien, moi ce que j'ai compris, c'est que ceux qui vont occuper le pouvoir avec Bouteflika, parce que c'est pas lui qui a pris les décisions et c'est pas lui qui va occuper le pouvoir pour les mois à venir, s'ils ont l'intelligence de voir qu'ils peuvent pas s'y maintenir et d'organiser la transition, c'est extraordinaire. On n'aura jamais vu ça, y compris hors du monde arabo-musulman, puisque partout il y a des révolutions, généralement, à part la révolution de velours peut-être en Tchéquie, partout ça se passe dans le sang et avec violence. Donc ça serait un exemple absolument remarquable. C'est ce qu'il faut souhaiter à l'Algérie, avec toujours cette incertitude, c'est que si l'incertitude est grande et dure trop longtemps, eh bien les islamistes tapis dans l'ombre, et qui sont pourtant très divisés aujourd'hui en Algérie, eh bien reviennent par la porte de derrière. On voit ces images, pendant que vous parlez Yves Tréhard, Denis Jambard, vous les voyez, de cette jeunesse en liesse quand même. Quand on dit ça s'est passé pacifiquement, c'est vrai. Non mais c'est vrai, c'est assez étonnant, avec beaucoup d'humour, j'ai vu des reportages, c'était assez étonnant. C'est l'exemple d'une maturité d'un peuple, ça, tout de même. Oui, mais vous savez, je me souviens de cette espèce de liesse qu'il y avait aussi au moment de ce qu'on appelait les printemps arabes. Et on a vu ce que ça a donné ensuite. Donc, méfiance. Bien malin, celui qui peut lire dans la boule de cristal algérienne de ce qui va se passer pour la suite. Espérons que le pouvoir algérien, comme vient de le dire Yves, sera assez intelligent pour éviter en effet que les choses se durcissent et finalement basculent dans le drame.
Je voudrais revenir avec vous, Denis Jambard, sur un sondage qui concerne Marine Le Pen et le Rassemblement national. Est-ce que vous avez vu ce sondage? Il indique que l'image de Marine Le Pen se redresse de manière assez forte sur beaucoup de thématiques. Volontaires, c'est 71% aujourd'hui, plus 5 par rapport aux élections présidentielles. Comprendre le problème quotidien des Français, c'est plus 5 aussi avec 45%. On se rend compte qu'elle se présidentialise à quelques semaines des élections européennes et qu'elle s'est réimplantée de manière extrêmement forte et étonnante dans le paysage politique. Je pense qu'on peut dire 2 ans après l'élection présidentielle, c'est que les choses n'ont pas vraiment bougé. C'est-à-dire que vous avez toujours 2 partis qui dominent la vie politique française, qui sont les 2 formations qui ont porté leurs 2 candidats au second tour de la présidentielle de 2017. C'est d'un côté ce pouvoir nouveau qui était la République, ce parti nouveau qui était la République en marche. Je préfère le mot formation, mais enfin bon, c'est quand même un parti. Et ensuite le Front National devenu depuis le Rassemblement national. Ce qu'on peut observer quand même à travers ce sondage, tous les sondages, j'ai regardé de près le dernier sondage Harris Interactive, c'est que vous avez un glissement de toute la politique française vers la droite. Une gauche émiettée qui n'arrive plus à porter ses valeurs. Et quelles sont les valeurs qui dominent la politique française aujourd'hui? Ce sont les valeurs de droite. Et d'ailleurs, si on lit attentivement la tribune européenne du président de la République, on se rend compte que les mots égalité, solidarité n'y figurent pas. Ce sont que des mots de droite parce qu'il a compris ça. Et d'ailleurs aussi, je pense que la stratégie des Républicains qui consiste à porter M. Bellamy, ça redonne, si vous voulez, ils assument leurs valeurs de droite. Et on a un glissement général donc de la société politique française vers la droite qui profite naturellement à Marine Le Pen ou en tout cas qui la conforte. Et Laurent Wauquiez là-dedans, pour terminer, Yves Tréhard. Laurent Wauquiez, je dirais que finalement, vous voyez, le Parti des Républicains tire assez bien son épingle du jeu. Il vient de remonter. Parce qu'il est, si on regarde bien les sondages, il est plutôt plus proche de 15 que de 10. Oui. Alors qu'il partait à 10. Alors oui, vous allez me dire, c'est pas le Pérou parce que... Il était à 20, normalement, le potentiel est quand même à 20. Il devrait être à 22, quoi. Hein, il devrait être, rappelez-vous, Yves, Fillon, avec ce qui s'est passé dans la campagne électorale, il fait 20-0-1. 20-0-1. Donc, le parti n'est pas du tout enterré. Et puis, il ne faut pas oublier quand même que le maillage territorial français bénéficie aux Républicains, parce que c'est eux qui ont les grandes villes, c'est eux qui ont la plupart des départements, c'est eux qui ont la plupart des régions. Et ils sont la première partie d'opposition à l'Assemblée nationale. Ils maîtrisent et ils président le Sénat. Donc, l'histoire n'est pas terminée, loin de là, et je coup de chapeau aussi d'une certaine façon. Voilà. Mais François-Xavier Bellamy, qui était de bon ton de railler ici ou là, vous voyez que finalement son discours, qui n'est peut-être pas un discours très médiatique, est un discours qui trouve un écho dans cette société française qui glisse à droite. Et tout le monde joue à droite, y compris le président de la République. Merci Denis Jambard, éditorialiste à Nice Matin et à Challenge, et Yves Tréhard, toujours directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Monsieur est observateur. Merci infiniment, messieurs. On passe au Zap Matin qu'on regarde ensemble de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé aussi chez nos confrères dans les autres matinales d'Info ce matin. A tout de suite. Ce grand débat, on se souvient à peine quand est-ce qu'il a commencé. On voit qu'il va encore se poursuivre quelques jours ou quelques semaines. On ne voit pas bien où ça va nous mener. On a surtout vu que c'était Emmanuel Macron qui s'était mis en scène pour expliquer sa politique, expliquer ce qu'il a fait, ce qu'il va faire. Et les Français servent de caution à cette opération de communication. Je pense qu'ils ont pris quelques mesures faites de façon justement à ne pas déranger l'Élysée. Puis on va attendre de ce que décide Macron. Mais manifestement, il n'a de toute façon pas décidé de remettre en question sa politique. Sur la démocratie, on propose changement du Sénat. Il y a des modifications qui sont proposées, du Conseil économique, social et environnemental dont personne ne sait ce qu'il fait et qui, je pense, peut faire mieux, réduction du nombre de parlementaires et, vous l'avez dit, des propositions de loi d'initiative citoyenne. Donc on en propose des choses sur la démocratie. Travailler un jour férié gratuitement. Un nouveau jour de solidarité pour financer la dépendance des personnes âgées. Voilà la proposition de La République En Marche dans le cadre du grand débat national. L'issue du grand débat, ça n'est pas satisfaire une partie du pays contre l'autre partie du pays. Ce grand débat, il est né aussi de fractures profondes dans notre pays. Le principe de la journée de solidarité, et la raison pour laquelle il faut qu'on réfléchisse à cette idée, c'est que justement, on sait à quoi ça sert. C'est très concret. C'est une journée où le produit économique de cette journée va au financement d'une cause que les Français voient comme prioritaire. Cette aide, elle vise principalement les familles modestes.
et donc celles qui n'ont pas les moyens de se payer un EHPAD aujourd'hui, celles pour lesquelles les pensions ne couvrent pas la totalité du prix de l'EHPAD, raison pour laquelle ces personnes-là, en plus de les exonérer de l'augmentation de la CSG, en plus de leur ôter la taxe d'habitation, il est prévu aussi de les accompagner pour se payer ce service qui doit être rendu à tous. Nous sommes bien évidemment opposés à une mesure qui va provoquer une scission entre retraités, les retraités dits nantis et les petites retraites. Donc c'est quelque chose qui nous choque beaucoup. Tout ça est dans la droite ligne de tout ce que vous faites depuis 1 an et demi. C'est-à-dire qu'avec vous, c'est toujours aux petits d'être solidaires des petits, aux petits retraités d'être solidaires du SMICAR, aux SMICAR d'être solidaires des retraités. Et jamais on ne met à contribution les gros. Et vous pensez que c'est en leur faisant travailler une journée gratuite supplémentaire qu'on règle le problème? Ils sont fous, ces gens. Non, mais je veux dire, là je le dis avec humour, mais là ils sont complètement fous. S'ils imaginent qu'aujourd'hui un ouvrier, un employé veut bosser une journée supplémentaire en n'étant pas payé, c'est ça leur proposition, sanctionnez-les aux élections européennes. Sanctionnez-les. Ne leur permettez pas de sortir vainqueurs. Voilà le Zap Matin. Dans un instant, on continue avec Territoire Sénat. À tout de suite.